on aura le plaisir d'écouter les rêveries improvisées de Christophe. Je vous rappelle que rien n'est écrit, hein, il n'y a pas de partition, comme vous voyez. Christophe est quelqu'un qui n'écrit pas, mais qui joue la musique qui jaillit véritablement de son imaginaire, très spontanément, dans l'instant. Et c'est pour ça que c'est un si bon contrepoint à la création poétique. Donc on va démarrer avec une lecture conjointe d'Alexis Bardini, Sébastien Minot et Floriane. Bonsoir. Floriane me fait le plaisir de m'accompagner sur la lecture de quelques extraits de ce recueil qui s'intitule « Le vent qui porte les pollens » et qui est un recueil dédié à celles et ceux qui ne sont pas encore tout à fait d'ici, mais qui ne sont déjà plus tout à fait de là-bas non plus. C'est un recueil qui est composé en 3 parties et qui est accompagné surtout aussi, j'ai oublié de le préciser, de photographies d'Isabelle Live, qui signe la couverture et des photographies à l'intérieur du recueil. Et la première partie s'intitule « Un voyage ». Es-tu cet homme qui a voulu ? Les yeux soudés par le soleil, dans l'ignorance de l'exil, il précédait tes pas. L'entends-tu qui file sous ta langue ? Cette lumière fin d'été qui se déchire sitôt qu'on la froisse, je la grave à ton front, le mur où épingler tes rêves. Sous un chapeau de feutre ou tête nue, parlant comme des pierres, tournant comme des meules, il ne devinait pas le vent qui porte les pollens. L'épi d'or qui tremble au mur est une tentation pour le foyer. Combien de dieux se lèvent dans ta chambre plus ivre que le vin ? Pourquoi quitter cette demeure où mes mains ont poli l'angle de chaque pierre, où mes mots suivent les courbes de l'olivier ? Un vent qui fait parler les arbres, séduit ses plus beaux fruits et comme un souffle sur une astérale, emporte les pollens. Ainsi partent les enfants vers un royaume suspendu sur des fumées d'argile. On leur souhaite des champs de fleurs, presque un destin, et d'être la lumière d'un prochain avril. On frappe à ta porte, quelque chose comme l'orage et le sommeil. Le feutre est tenu bas, les consonnes au dos courbé font ta joie. Noir vêtu, vous vous rendez à la pause pour figer le bonheur des retrouvailles. Ta femme a éprouvé un long voyage, et ta fille est fraîche comme une fleur coupée. Ton cœur, plus léger un instant. Ce tabac brun que tu exhales fait un manteau à toute chose. Sa fumée bleue comme une scie, l'épaisse tunique de Nessus. Puis tu t'es allongé un soir, dans un tissu de fleurs, le visage pâle à ton tour. Un sommeil lourd sifflait sous ta chemise, le train quittait la gare. Et comme au cœur de tes fourneaux, tu t'es ramassé peu à peu en un petit tas de cendres. La seconde partie s'intitule « Un jardin sans adresse ». Es-tu cette fille, femme, fleur qu'on déterre ? Tu as glissé les rires et les jeux au creux des plis de ta valise, la malle fermée sur l'enfance et posée là, au cœur battant du train. Mon soleil a viré bleu de cendre. La nuit, la nuit, la nuit. Tu tiens dans ta main le silence ou un couteau, le métier de vivre. Qui voudra encore des pièces qu'on assemble en un objet qui blesse ?
Tu as coupé les mots, ramassé la paille et la fatigue du chant, sa photo qui jaunit. Tu as souffert sous la férule, sa langue sèche. Partir a réduit ton espace entre la honte et le mépris. Ta pensée ne t'appartient plus dès lors qu'elle inonde tes joues. Tu es ce nom que tous insultent. Matin de labeur, la main lourde, tu balayes la mousse des rêves. Tu pourrais passer ce jour de plus, comme on passe un pays de pluie. Te voilà engagé dans son sillon. Tu nourris les fumées qui coiffent la rivière. Tes gestes sont comptés aux portes des usines. Dans la foule amassée, tu pèses le poids seul de ton arrivée. Chaque semaine, la tête basse, tu verses ton butin, comme l'abeille le nectar, à tes flancs un pollen qui est promesse de nouveau. Ici, le pain a goût de sel, et son visage est long. La troisième partie s'intitule « Un épi de blé ». Es-tu cet enfant qui flotte? Et toi, le dernier-né de ces mondes brassés, ton enfance est plus pure au sommet de ces cols. On te tient par la main et ton visage est un astre vivant. Tu hésites entre deux mondes, comme une encre qui ripe à la rencontre des courants. Trait pour trait, tu ressembles à tous ceux qui boitent du ciel. Chaque ombre est une source. En ce long mois d'été, tu boiras cette eau avant de rejoindre la plaine. La plaie sous la peau, cette paupière ouverte, borne silencieuse, un livre obscur et poussiéreux sera l'entaille de ton présent. Au ras du sol et bien en rythme, le mur est ajouré de meurtrières. C'est ventre à terre qu'on observe la marée. Un brouillard est cousu à l'horizon. Il absorbe les paroles jetées sur l'eau. C'est ici qu'il faut vivre. Phrase de peu de poids, pour qui oublie tous les mots qui font de son nom. Sentence qu'on accroche à la cheville, au gré des plages de galets et des chemins de glaise. Tu entends sa voix, la demi-clé d'un silence. Ta vue se tamise. Tu ériges un refuge, l'absence, là où les saisons sont patientes. Un étranger chemine sous ta peau. Son ombre est une feuille noire. Et l'écouter requiert un grand silence. Dans son empreinte, l'absence des mots. Une pierre est logée dans ta gorge d'enfant. Et la décrire, penses-tu, est une chose de poète. Au sol, sous ta cape de pluie, tu enchaînes des mots. Du balcon, fleur maigre, un œil te couvre et te saisit. La cuisine est ouverte, une chaise t'attend. Tu éponges la nuit. Tu t'ouvres à l'hiver, au vent qui souffle dans les branches. Tes poings sont vides dans tes poches. Tu étrangles des souvenirs. Un cendrier en pied de vigne, un canari brillant comme un soleil, l'odeur d'un pain sans sel. Tu en déchires toutes les coutures. Ce recueil se termine par un poème qui s'intitule « Chanson ». Tu vois le squelette des mots, pense à ceux qui nous précèdent. À leurs multiples façons, à leurs rêves. Tu dis mépriser la fatigue, au charpentier, à la voiture. Tu juges d'une pierre en équilibre. Un homme viendra mettre en terre la graine tendre d'un tilleul. Corps étranger qui voile nos poumons. Un autre signe des traités, puis il ajuste son chapeau. Sa joie est dans la forme et les couleurs. Tu élèves des arbres fous pour reboiser le cœur des hommes. Tu rêves la mer qui perce ta chaise. Tu as fait revenir l'oiseau, celui qui avait oublié. Jusqu'à la façon de rompre le pain. Un homme s'accoude aux étoiles, tu entr'ouvres la paume en ouest. Et boit lentement le lait de la nuit. Un poète pose sa main à la poupe d'un songe d'or. Et sa chanson a des opalescences. L'or, notre langue se souvient de tout ce qui n'a pas eu lieu. Nous sommes les semences de l'exil. Merci.
Livre qui s'intitule Des nuits sans lutte, qui vient d'être publié aux éditions de la Margeride. Et je vous présente la peinture, puisque dans chaque livre, il y a une peinture originale qui est faite par Robert Lobet, qui est l'éditeur. Les femmes ont des destins d'avalanche. Tempête au corps, elles avancent, toujours, même écrasées sous le poids de la neige. Car enfin, il y a les autres. Elles portent leur nom à travers le frimas des jours, ne s'épargnent aucune peine pour déplacer la lourde neige qui entrave leurs pas. Chaque femme creuse ainsi sa propre tombe en dressant le désir des autres au-dessus du sien. Un cri s'arrache pourtant à cette histoire, plus précisément une clameur. Nous sommes nées femmes pour le devenir. Il nous faut des nuits sans lutte entre ce que nous voulons et ce que nous avons, des nuits sans chemin à trouver pour ne pas se perdre. Comment seraient alors nos rêves ? Il n'y aurait plus de rouge, corps rouge, griffes, plus de gris à annuler le ciel, plus de dédale. Nos fêlures se refermeraient, traçant un trait à ne plus franchir. Quittons ce mirage qui faisait foi. Il n'est plus temps de composer pour le maintenir à flot. Il n'a pas été conçu pour nous et se désagrège enfin. Le vertige dans nos poches, le courage dans nos hanches. Traversons la forêt pour entrer dans la matière de ce qui nous retient. Laissons monter notre cri primaire pour éloigner à jamais nos sentinelles. Déposons sur les branches nos oripeaux, l'éther en fera des drapeaux de prière. Les oiseaux stupéfaits s'envolent, notre joue succombe dans leur bec, nos âmes de brindilles se redressent, nos mues embrasent le sol, l'humus bat sous nos paupières. Tout est là. Nous avançons en ligne, les mains des unes dans celles des autres, arbre après arbre. Un jour, la forêt prend fin. Nos yeux s'ouvrent, nos visages apparaissent, lèvres décousues, notre direction dans nos paumes ouvertes. Les boutons d'or dans nos poitrines quittent pour toujours les bouquets de fleurs arrangées et recouvrent le sol de la forêt. Elle nous appartient désormais. Les femmes sont à la lisière, devant elles un chemin. Les fleurs couleur soleil font disparaître la neige. Cette fois-ci, elles n'hésitent pas, elles s'y engagent. Merci.
textes, sachant que les premiers vont vous emmener, j'espère, sur le littoral rocher, ou en tout cas sur les bords de l'océan Atlantique qui m'ont inspiré ces quelques lignes. Le premier texte s'appelle « Retour de plage ». La peau blanchie de sel brouille la connaissance de tes contours, ou alors le soleil. Un cartel de grains agrippe tes galbes. En pluie, la douche publique les réduit à la fuite. Des Anglaises font remonter ta coupe d'un quart de siècle. Un quart de tourisme s'apprête presque autant que toi à changer d'avis sur l'allure à prendre pour l'issue à terme. Arrêt en surface grande et son rayon frais, qui en claquette fait tes dents claquer. Cabas, tête en bas, pour trouver, hormis bretelles et foutas, des cents pour un cône. Au dernier virage, l'air perd de son iode, l'ordre prêche sa foi et harponne sa horde. Radeau. Ligne vague. Trait d'embrasse des eaux et des terres, assuré d'algues à fleurs, de rivages. Le levant rassasie l'incendie sur l'étal rond du faux. Celle au vent s'attache au nez, aux dents, s'éparpille, hasardée aux papilles. Au jusant, sable rincé dedans, le ciel enfle, la marée renversée. Résistance de la pente et des grains, ramassés, au calibre effrayé par la nappe, étiré comme un bras sur la grève, débordé d'embellie. On va partir un petit peu plus loin. Je vais tenter de vous emmener en Norvège en hiver. Au solstice à Oslo. Étang, Jonas en cage, châtié dans les abysses, corps en panne avalé, dégluti dans l'obscur, se cherche un vasista où l'or de l'aube aura l'interstice où poussaient des rayons insolites. Il se fait l'inventaire des blés à l'ocre mûr, à la houppe en pagaille, du safran estival, brossé sur les versants des dunes orientales, de la paille qu'on retrouve fichée dans les cheveux au soleil enthousiaste. Mais en son cache-au-piège, son cachalot revêche, Jonas, chagrin rit jaune. De la poix, de l'éclipse qui sur lui s'abattit, sans espoir d'accéder à la minuterie. Grise mine, peur bleue, terrain miné et tort largement ruiné, des lueurs vernales, des luminions d'automne, la mâchoire du Grand Nord ne laisse rien passer.
Pour égayer sa geôle, ses parois noires de jais, il saupoudrerait bien des pincées de phosphore. Il badigeonnerait du curcuma en poudre ou des lampées de miel pour mieux tromper sa nuit. Cadencé sur la saison du sol, Stis, assignant au sombre, le ciel subit son sort. Cherchant en vain son ombre, sans la patience du singe, Jonas noircit le trait du 59e degré. Et pour finir, je reste dans les territoires glacés avec un poème qui s'intitule « Les conquérants du vide » qui est paru dans l'Intranquille 26 que voilà ce semestre. La thématique était aridité et j'ai essayé de travailler sur l'ingratitude de la nature dans l'environnement polaire du cercle polaire arctique. Et l'expédition Terra Nova de 1911-1912 qui a vu les Britanniques connaître deux échecs, celui de la course au pôle contre les Norvégiens, mais aussi le deuxième échec a été de ne pas pouvoir revenir à la base puisqu'ils ont tous péri. Les conquérants du vide. Barrés de courroies d'attirail, sanglés de cuir et tannés dans le vif, la chair en plaie pèse comme un gisant sur nos palos sans couenne à traîner sur la glace. Sous nos laines fripées d'effort, les tendons froissés d'effroi et les os languissants de refuge, nous meufs en avortons serrés, orphelins égarés dans l'antre des congères. À rétrécir ainsi, nos corps se ramassent en sursis. On s'attendrait à voir l'âme sourdre, mais nos torses, rabougris, n'offrent plus que les secs biseaux froids de meurtrières à l'œuvre. Hardi en d'autres temps à tracer des itinéraires neufs, notre équipé n'a plus rien du trophée. Figé en naufragé sur glace. Colosse, nappe, édifice, insondable en caprice, la banquise engloutit nos pas, nos poneys et nos pieux. Tout devient socle au givre. Sur l'ensevelissement, les couleurs ont passé. Le pôle, comme un buvard en soif, en avala le spectre. Le soleil sec, avare, rend mes insomnies blanches. L'esprit épars ne lève plus les yeux, sous un midi abrupt près de s'éteindre au jour. Pelée, mon imagination délave les perspectives. Dans cette épreuve au pôle, bien plus que les surplombs des pics et des glaciers, la vanité m'accable, d'aveuglement buté, à se penser vainqueur de l'immense désert des géographies crues. Sans balustre, sans bastingage, auquel se cramponner, comme chef, j'ai l'air boiteux. Bancal, je pleure, mon second qui perdit ses ongles et son esprit, bientôt sa vie. Ma veuve aura mes derniers mots, et la postérité, mes doutes sur nos intempérances.
extrait d'un recueil intitulé Désastre, en 2 mots, qui est paru en ce tout début d'année 2024 aux éditions Lunatique. Donc une publication relativement récente, mais une écriture bien plus ancienne, qui remonte à une quinzaine d'années. Et dès l'origine, j'avais structuré tous ces textes en 2 parties, qui sont tout à fait indépendantes l'une de l'autre, même si on peut leur trouver un certain nombre de points communs, et en particulier l'origine céleste des prénoms de leurs héroïnes, qui donnent donc leur titre à chacune des 2 parties. La première partie, intitulée Luna, elle porte d'une certaine manière sur la norme qui fait souffrir. C'est une expression que j'ai entendue hier dans les échanges autour des écrits d'Emmanuel Bayac. Pardon, voilà. Et puis la deuxième partie, c'est celle dont je vais lire des extraits avec l'aide de Laurence, que je remercie. Elle raconte une histoire beaucoup plus banale, dans le sens où c'est une expérience qui est très communément partagée, qu'on a tous ou presque vécu un jour ou l'autre. Voilà, donc ce sont des extraits de Stella, la deuxième partie. Au bout d'un moment, c'est passé. Ça n'était plus. Il a fallu revoir le goût, presque le nom des choses. On avait trouvé joli des papiers peints sur un catalogue. J'en avais couvert les heures de la semaine en attendant de voir. Un soir, elle a dit « C'était peut-être mieux sur la photo ?» Parce qu'elle savait les envies comme autant de jardins, elle ne comprenait pas le désarroi quand elle me déposait les mêmes soirs, aux mêmes heures, sur le bord de la route en me montrant les friches. Moi-même, j'ai mesuré l'importance de s'y rendre en flânant, par des chemins, en des moments que l'horloge et la boussole ne dictent pas toujours. J'ai remué la terre avec les mains de temps en temps. Ceux qui s'arrêtaient de loin parce que j'avais fait signe, c'était pour me plaindre. Ou plus rare, pour s'étonner du regard que l'horizon n'accrochait plus, malgré l'inexistence d'un mur, et derrière et devant. Presque pas un pour entendre que ce n'était pas d'être là, mais d'y être comme ça. En même temps, le foisonnant, c'était pareil. Nouveau, sans le parfum du défi. Ça fait que le vide et le plein fécondaient le même œuf du monde monotone. Le vase du salon n'a plus de fleurs. Peut-être qu'il n'y a plus de fleurs au marché. On ne va plus au marché. Crois-tu que le printemps fera des bulles d'ailleurs ? Peut-être. Et si nous en rêvions dès à présent les contours ? Je vis dedans déjà plusieurs fois par semaine. Il y a beaucoup de monde. Et toi, tu n'y es pas. Je ne te cherche pas même. Il m'est pénible après d'avoir à te rejoindre. Mes pieds se font lourds un peu plus à chaque fois. C'est comme ça qu'elle aurait dû sortir des lendemains. Pour fuir ce qu'elle appelle des habitudes, comme d'habitude, elle est sortie tout court, au lieu de ça. Comme si c'était moi, par hasard, l'inventeur des lessives et du rayon frais. Peut-être faut-il ranger les placards pour être touché de nouveau par les désordres du dehors. En attendant, c'est la télévision qui me regarde. On dirait qu'elle se demande comment il se fait que je ne ressemble pas encore au parquet sous les pieds des voisins du dessus.
J'arrose les plantes. Je leur parle. Mais c'est elles qui repoussent. Alors bientôt je lui parle. Voilà, je m'arrête là, en espérant vous avoir donné envie de découvrir la suite et fin. J'avais envisagé de vous lire des textes publiés à la Boucherie littéraire, extraits de l'un ou l'autre de ces recueils. Et finalement, je vais vous lire un texte dont je viens de terminer l'écriture, où il est question d'enfance et qui s'intitule « L'enfance est de nuit ». Tes yeux scrutent les miens, regard du fond des âges. Comment est-ce possible? Tu es né il y a moins d'1 heure. L'enfance ne craint rien de ce qui est nouveau. L'enfance craint tout de ce qui est nouveau. L'enfance jette des ponts pour atteindre l'inconnu. L'enfance explore, sans carte ni sextant, sans manteau ni bonnet. Sinon, à quoi bon l'aventure? L'enfance dessine ses longitudes, invente ses latitudes. Avec ou sans alizé, l'enfance avance, loin de nos lassitudes. L'enfance est boussole. Pied dans le réel. L'enfance ouvre le monde, fabrique son monde, ouvre le jour. Sœurs, courent l'une après l'autre, rient l'une de l'autre, se jalousent l'une l'autre, luttent l'une contre l'autre, se liguent contre d'autres, veillent l'une sur l'autre, s'aiment l'une autant que l'autre, ne savent se le dire l'une à l'autre, se le montrent parfois, le savent malgré tout. Famille, pourtant, toujours.
larmes, hurlements, griffures, supposée insulte, mutuelle morsure, poings serrés, gravat de l'ego à l'épicentre, dessins déchirés en périphérie. Pourquoi les avoir laissés seuls, presque 2 minutes? L'enfance comme tambour, cœur battant, saignant. L'enfance prend son élan, vise le mur, pédale, plus fort, oui, pédale de toutes ses forces. L'enfance a des muscles, assez de muscles pour arriver au mur, vite, effréné, fort, plus fort. L'enfance veut savoir si elle peut tout arrêter. L'enfance sait la hauteur des murs, la dureté des murs, le silence des murs, l'indifférence et la force des murs, la mémoire des murs. L'enfance grimpe, les murs pour apprendre, les murs pour défendre, les murs d'amour, les murs sans amour. Les murs des jours, mois, années, vie pour toujours. Les murs de soi, de mots, d'attente, d'un coup d'enfance. L'enfance efface les murs. Sur le carrelage de la cuisine, traces, empreintes, petits pas, grands pas, à chacun son chemin. Terre, sable, boue, dessine la géographie de nos vies. Nettoyer, trois boutons recousus, un pyjama rapiécé, 2 chagrins, une oreille d'ours réparée. Reste à ourler le soir orageux. Et l'amour sera à jour. L'enfance multiplie. Ceci par cela, et chante, et recommence. Multiplie à l'endroit, multiplie à l'envers, multiplie de travers. Au bout du compte, déchante. Ceci, cela, n'importe quoi. L'enfance s'accroche et reprend la danse. Petite croix imprime sa voix. L'enfance multiplie, démultiplie. L'enfance s'agrandit. L'enfance jette le monde par la fenêtre. L'enfance attrape un nuage à sa fenêtre, le coupe en morceaux, petits, très petits. L'enfance jette les mots dans le ruisseau, court dans l'eau vive du jour, éclabousse la fenêtre d'une aube matinale, très matinale. L'enfance jette son corps dans le monde. L'enfance attrape l'aube, la tient au bord du ruisseau dans un corps à corps de mots. L'enfance jette l'aube dans le jour. L'enfance joue à jouer, un matin, à la fenêtre, au son du ruisseau, roulant ses mots sous les nuages d'une aube qui lave le monde. Comme chaque matin, l'enfance.
Bonsoir, je m'appelle Thierry Ladière et les poèmes qui vont vous être lus sont extraits d'un recueil que j'ai écrit en 2021, qui est sorti en 2021, qui s'appelle Entre midi et minuit, aux éditions de la Table Ronde. C'est un recueil qui se divise en 3 parties. Poème totémique, je n'aurais pas pu voir, j'avais déjà dit un jour. En fait, c'est un recueil qui a une unité thématique, c'est-à-dire la fulgurance des images suscitées par la lecture de la poésie, les hallucinations et les souvenirs. Voilà. Donc ce n'est pas moi qui vais lire les textes, mais des lecteurs et lectrices. C'est arrivé d'un seul coup. La neige en été. Alors que nous buvions un verre à la terrasse de notre bar favori, juste après nous être longuement baignés dans l'océan. Mais bizarrement, nous n'avions pas froid. Ce jour-là, nous étions simplement surpris. Si surpris que nous pensions être dans un rêve éveillé. Tous les deux, au soleil, des flocons plein les yeux. Au milieu de vacanciers, insensibles, dégoulinants de sueur. Pourtant, il a neigé, longtemps, toute cette journée du mois d'août, à la mer. Si bien que nous nous sommes sentis appartenir à un autre monde, similaire à la petite île d'où nous venons, quand nous étions encore des enfants sauvages. Une fois les rideaux tirés, la lune partie avec ses rides et son visage rond de chatte doucereuse, les récits peuvent commencer. Non pas qu'il faille se retrouver dans le noir pour se mettre en selle, mais simplement couper juste un peu les ponts avec les visions du jour. Cela est suffisant. Les volets peuvent claquer contre les murs et les vieilles dames fumer leurs cigarettes à la fenêtre de leur maison. Les rêves seront les mêmes. Imperturbables, assis, tranquillement, les yeux exorbités, un sac à dos sur les épaules, prêt à être kidnappé. On a beau être là, bien là, les yeux ouverts, les oreilles tendues, les dents de fer, la tête sur les épaules. Nous sommes absents pour ceux qui nous attendent et que l'on ne voit pas. Nous sommes des fantômes, des nuages en pleine dérive. Nous nous accrochons à ce qui reste du beau temps. Nous ne sommes pas dupes, même si nous avons chacun sur une clavicule un perroquet nous tenant compagnie. Nous avons juste beaucoup d'amertume, de honte au fond du gosier pour profiter des vagues et nous laisser aller sans nous poser de questions. Plus je regarde les photos de l'album que ma mère garde dans son grenier, plus je me sens mourir. Un léger sourire aux lèvres, une main déjà tremblotante à tourner les pages d'une vie dont il ne reste plus rien qu'un peu de lumière entre chaque émotion.
Une paille dans un verre, à siroter un alcool fort, face à un paysage marin, rend les vagues du souvenir extraordinaire, énigmatique, invraisemblable et obsédante. Le plus gros reste à accomplir, sinon rien n'est fait, et la décomposition continue, son travail d'enfant gâté, a toujours désiré avoir le dernier mot coûte que coûte, caprice après caprice. Et donc, je vais vous lire un extrait. C'est un poème de 100 pages qui raconte mon témoignage, mon parcours dans l'univers de la psychiatrie. Marcher, et encore pour épuiser mes forces, éprouver mes faiblesses. La marche est salutaire aux désespérés, aux trop pensants, aux malvivants, malcontents. Je m'essouffle peu, trop habituée à retenir mon souffle. J'aime être sous la brume, j'aime la bousculade de ce vide champêtre. Au retour, il me semble bon de revenir à moi. La plongée paraît heureuse quand on sort la tête hors de l'eau. La maison de Pierre. Pas le droit de conduire, trop de médicaments, encore. Ils n'ont rien trouvé d'autre pour me parler. Cela reste un espace de dialogue, c'est cette molécule. Je ne sais pas encore que je les ai presque toutes essayées. Mon foie, mes reins, tous mes organes sont imbibés. On me dit d'arrêter de fumer. Je les crois. Je suis obéissante. Tellement obéissante. Je veux faire bien et mieux que bien. Désormais, la psychiatre est une femme. Elle pourrait s'appeler Dupont tant elle est commune. Je reste dans une écoute disciplinée, puisqu'elle sait. Je vais reprendre juste un tout petit peu plus haut parce que la maison de Pierre, pas le droit de conduire, trop de médicaments encore. Ils n'ont rien trouvé d'autre pour me parler. Cela reste un espace de dialogue, c'est cette année molécule. Je ne sais pas encore que j'ai presque tout essayé. Mon foie, mes reins, tous mes organes en sont imbibés.
On me dit d'arrêter de fumer. Je les crois. Je suis obéissante, tellement obéissante. Je veux faire bien et mieux que bien. Désormais, la psychiatre est une femme. Elle pourrait s'appeler Dupont tant elle est commune. Je reste dans une écoute disciplinée, puisque elle sait, attente d'infortunés. Je parle à nouveau après un long, très long mutisme. Je crois encore que seul le dire peut me secourir. Elle juge la situation grave et mes mots l'aggravent. Je ne la juge pas. Elle est dans l'attente, elle aussi. Attendre que le nouveau traitement nous montre son vrai visage, attendre que son diagnostic se pose. Je crois qu'elle est chimiste. Dupont la chimiste. Alors je l'épuise. Elle est à court de molécules. Alors elle me propose un choc. 2, voire 3, voire 50. Je subis les électrochocs sous mon autorisation par dizaines. Anesthésie générale de courte durée, on m'enlève mes piercings et mes bijoux, mes balles flottent autour de mes doigts, j'ai maigri. Je ne bouge plus, à nouveau. Je me tais. Elle dit « Mélancolie ». J'entends « Mélancolie ». Fred vient tous les jours. Je ne sais s'il espère. Je suis immobile de partout. Cependant, je l'attends chaque jour. C'est ma dose de vie, de dehors. Je ne mange plus. Je n'ai plus le courage. Je n'ai plus le courage à défaut de l'envie. Je crois être devenue plate. Plate comme rien. Juste plate. La sidération a envahi mon corps, mon apparence. Je suis, je le crois, transparente. Je les ai déjà tous trop emmerdés. Un galet, échoué sur une étrange plage. Des vagues reviennent et me bercent, c'est ma respiration. Une présence réelle, inépuisable. Je me balance. Je n'ai jamais regardé la mer avec cet immobilisme, cette passivité presque sereine. Je suis calme, débordante de rêve. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent à présent, la torpeur a cédé. Janvier 2012. Ils m'envoient la première décharge électrique. Alors, mes souvenirs s'enfuient. Électrifiés de l'intérieur, ils ont brûlé pour faire place à d'horribles cauchemars. Les barrières tombent. Le reset est efficace. Je retrouve la programmation d'usine. Eux, ils ont l'air contents. Je souris. Ça me repose. Je n'ai plus de questions, je fonctionne. Sans souvenir. Ma voisine de chambre ne reconnaît plus sa maison. Moi, j'ai oublié le prénom de mon amoureux. Mes vacances à Bilbao. J'ai oublié mes voyages en train. Je me souviens de mon enfance. De la robe, non. La salopette que je portais sur la photo de classe en maternelle. Le goût de la sauce au curry, les currywursts. Et j'ai oublié Avril aussi. Le premier rendez-vous. Il paraît qu'il faisait très beau. Les électrochocs ont effacé des choses éparses, dispersées dans le temps, et étrangement, les futilités restent. Je finis par rentrer à la maison de Pierre. Condamnée à l'espace et à la verdure, j'avais perdu tous mes repères. Je me souviens d'une rose de la Saint-Valentin posée sur le tableau de bord. Chaque jour davantage, je trouvais de quoi nourrir une incroyable culpabilité. Puis les questions s'estompent à nouveau. Une ambulance vient me chercher très tôt, le matin. Je reviens le soir même, à moitié anesthésiée encore. Je dors jusqu'à plus soif. L'ambulance revient, pleine de malades et de béquilles, pleine d'éclopés, de survivants, de rescapés.
silence d'inquiétude, celle des résultats qu'on attend, des examens qui traînent, de la souffrance qui s'exprime. Je vais à l'hôpital de jour le lundi, c'est à chier, je m'ennuie plus que tout, je ne sais pas à qui parler, alors je décide de quitter l'endroit, définitivement, mais l'hôpital se rappelle à moi. Alors, si je trouve après, il y aura mon anniversaire. Et là, j'apprends que je suis enceinte. J'écrase ma cigarette et je resterai là 9 mois durant, en apnée. Je suis Faust. Alors, je vais vous lire juste quelques textes écrits en français. Moi qui écris plutôt en italien. Vous m'entendez bien? Voilà. C'est la semaison. Je suis poète aux heures perdues. Le reste du temps, je cherche à me perdre. Sans quoi, comment saurais-je me découvrir ailleurs que dans mon corps? C'est une étrange semaison. Je procède par poignées afin de multiplier mes chances. Je ne me conçois plus en entier depuis longtemps. Je ne me dis pas morcelé pour autant, mais l'entier, s'il avait un sens, n'en a plus pour moi. Que de l'extérieur, tout se tienne, est bien le souci. Et si l'apparence est trompeuse dans un sursaut de vérité, autant correspondre à mon état intérieur. Mais comment? Par poignée. J'arrache à la va-vite mes oripeaux que je répands aux alentours ou loin. Puis vient le tour de me délester de la première strate d'expérience, des suivantes et du substrat. Je jette encore tant que je peux, tout en marchant, afin d'élargir le périmètre de mes retrouvailles. Parfois, j'en insère dans une lettre sans destinataire, et parfois je m'accuse de réception. J'ai une éternelle confiance qui dépasse ma douleur contingente. J'imagine mes orbites printanières retrouvant mes yeux envoyés en l'air l'hiver dernier. J'imagine le sourire blême de ma bouche qui rencontre au détour d'une promenade sous les bois ses dents enchâssées dans l'écorce d'un hêtre. J'imagine mon cœur de pierre s'animer à l'idée de revoir à l'orée des flaques le sang qu'il croyait perdu à jamais. C'était la première.
Donc la suivante s'appelle les miroirs. À bien d'égards, je n'étais pas suffisamment épais pour m'accomplir moi-même. Cependant, je croyais l'être assez pour aider les autres à y parvenir. Mes membres fraîchement dégourdis, tels des clous fort jetés dans l'air en briques, constituaient le support idéal pour une enfilade de miroirs qui recevaient et donnaient sans cesse au gré des occasions. Tout miroir était généreux dans les deux sens, obéissant aveuglément au principe suprême du donnant-donnant. C'est ce que je faisais les matins en me recouvrant de miroirs de la tête aux pieds. J'avais coutume de chiner aux puces et posséder une collection de miroirs de différentes tailles et un étamage irréprochable, aussi bien de petits circulaires qui pouvaient s'accommoder aux paupières entr'ouvertes que d'un oblong s'étalant de la nuque à l'os sacré, en passant par toutes sortes de formes épousant mes formes. Paré des reflets, je n'étais guère moi-même, ou alors par inadvertance dans les interstices et les jonctions. Malgré mes lustres d'expertise dans le recouvrement, entre un miroir et un autre, il restait souvent un petit quelque chose mal colmaté qui me révélait par soustraction. À l'inverse, accueilli dans les surfaces inclinées ou droites, tantôt grossissantes et fantasques, tantôt réalistes et impitoyables, les autres en face n'avaient aucune cachette. Devant moi, ils avaient beau chercher ailleurs, ils étaient là, mouvants, courroucés, présents et sans excuse. Bon, il va sans dire que je n'étais pas le bienvenu dans leur champ miné de vision, car à faire les comptes avec soi, on risque de se dilapider. Mais en incitant les autres à le faire alors qu'ils pensaient se promener insouciamment, la ruine est subitement assurée. Ma ruine, qui consistait en un sauf qui peut généraliser au moindre pas que je faisais dehors. J'avais, sans le soupçonner, une force centrifuge débordante qui provoquait des mouvements de masse. Ceci faisant, les autres croyaient me fuir et pas, comme je le savais, se fuir. Dans la précipitation haletante et à tue-tête, ils emportaient, hélas, le contenu de mes miroirs que je croyais avoir acquis par usucapion. Allégé du seul poids qui me faisait exister, j'étais privé de ma raison d'être aux autres, à défaut d'en avoir une d'être à moi. Nous poursuivons avec une tête éveillée. Je n'avais plus l'espoir d'avancer entier. Au contraire, j'avais la certitude de laisser derrière moi de minces rondelles qui mettaient à mal mon atavique intégrité corporelle. À la place des pavés d'antan, aussi lisses qu'inoffensifs, la soi-disant route du progrès était recouverte de mandolines affûtées et prêtes à la coupe. Chaque pas butait contre la lame luisante, qui n'hésitait pas à enlever de mon corps trapu une portion très fine, aussitôt déposée sur le sol. L'horizon baissait d'un cran à mesure que je répétissais. La marche vers le futur était une condamnation au sacrifice de soi. En avant, me disais-je, cependant que je baissais en stature, que je perdais en vue. Tant que j'en avais, je marchais sur la pointe des pieds comme on descend un escalier dangereusement pentu, coupé d'une tranche au moindre pas. Il n'était pas encore question de s'arrêter. Je suivais le progrès, y compris lorsqu'il me pénalisait par moments. J'avançais désormais sur les rotules, génuflex devant un avenir très sombre. Cul de jatte, je me servais des deux mains pour accompagner la découpe en lamelles de ce qui restait de l'entrejambe aux aisselles.
enfin réduit à 2 bras, rattachés par un cou sur lequel penchait ma tête, j'optais pour la main gauche qui poussait la droite jusqu'à l'extinction, puis par le bras gauche seul qui prenait son appui sur le profil du visage jusqu'à ne plus être qu'un reste de chiffonnade. Pas question de s'abattre. J'étais à bout et sans autre portion à partager. Une tête éveillée, surplombant un coup et bien décidée à demeurer là. Allez, une toute petite pour la fin. Je sais que c'est la fin. Ah ben, j'hésitais, non. Allez, c'est pas grave, je le fais. Alors, la dernière s'appelle Moi cible. J'avais hérité d'un corps que je chérissais comme s'il avait été le mien, même si au fond de moi, je soupçonnais une faute d'attribution originelle, pour ne pas dire une escroquerie bien menée. Une faute peut-être non intentionnelle, et pourtant à même de conditionner mon évolution dans un espace pauvre, tout étriqué. Chaque jour, je recevais droit dans le nez les conclusions fourvoyantes tirées à ma naissance. Je ne les esquivais pas. Elles étaient lourdes et émoussées, moi blême et chétif. Grâce à elles, je grandissais à coup sûr. Leur impact sur mon corps le rendait malléable. L'hématome circonscrit adoucissait la peau que je pouvais enfin étaler un tant soit peu autour. Je n'avais pas de réelle poussée de croissance régulière et distribuée de façon homogène sur le corps. Je grandissais au fur et à mesure que je recevais les conclusions tirées à ma naissance, et pas seulement lorsque j'ai perdu la vie, et non seulement lorsqu'elle m'arrivait droit dans le nez. J'avais appris à me déplacer pour ne pas les recevoir toujours au même endroit. Une fois le nez allongé outre mesure, l'idée me vint à l'esprit d'offrir une chance de grandir aux autres facettes du moi. Je devenais adulte par échymoses successives, m'évertuant à découvrir d'art la partie désignée à être impactée et à la malaxer pour qu'elle s'étende sans s'épancher. Ceci faisant, je ne pouvais pas garder longtemps une symétrie d'humain bien portant. J'étais souvent au beurre noir. Les conclusions arrivaient d'un seul coup. Par conséquent, je n'avais qu'une partie grandissante à la fois. J'étais oblique, dissymétrique et boitillant. J'aurais peut-être rattrapé les différences les jours suivants si je n'avais pas eu une dislocation sévère du poignet, car en faisant une acrobatie avec mes 2 mains pour soulever le pied gauche afin qu'il puisse être visé, touché, bleuté et agrandi, je me fracassais les poignets. Le mois de réhabilitation n'arrangeait pas les choses, et l'oubli non plus. Au début de ma stratégie, je tenais soigneusement une feuille de route qui m'avertissait des lacunes à combler pour préserver une certaine harmonie à la fois visuelle et cinétique. C'était sans compter mon penchant à la disharmonie, à l'écart à la règle, à l'imparfait. J'étais frappé sans plus contrôler. Les conséquences tombaient comme une grêle de pierre façonnant mon paysage en champ de ruines. Autant de façons d'ouvrir une brèche d'air dans l'étouffante finitude de l'accompli. En un seul corps, je faisais coexister des parties qui se réclamaient de temps différents. Je condensais pêle-mêle des générations entières. J'étais une entorse dans le cycle de vie, une coriace et très hétérochronie au cœur brisé du siècle. J'étais enfin une incarnation cubiste dans un quotidien académique et enclin à la figuration. Merci beaucoup.
On clôt ensemble cette deuxième édition d'Embarcadère. On revient l'année prochaine à peu près aux mêmes dates, en juin. Vous en saurez plus si vous nous suivez sur Facebook. Mais on a déjà loué cette salle en comptant sur vous et en comptant sur la présence des merveilleux créateurs, des merveilleux poètes qu'on a la chance de côtoyer sans toujours les connaître ici à La Rochelle. Vous pouvez encore faire dédicacer leurs livres auprès de Calligramme. Pendant qu'on écoute peut-être encore quelques dernières petites notes de Christophe, si l'on est d'accord. Est-ce que vous voulez qu'il joue? Voilà, Christophe, je pense que le public a choisi.
Merci.